Donc du coup, je pense qu'on va pouvoir démarrer, si vous le voulez bien. Alors, pour commencer, hop, voilà. La question des conflits d'intérêts est toujours importante. J'ai pas de conflit d'intérêts, j'ai rien à vous vendre. J'interviens bénévolement ce soir. J'espère juste que les informations qu'on va vous passer ce soir seront utiles à mes patients d'une façon ou d'une autre. Donc c'est juste un peu d'espoir que j'ai à rechercher auprès de vous ce soir, mais je ne recherche rien d'autre. Voilà. Et je suis complètement débordé, donc vraiment, je ne recherche rien. Vous posez peut-être la question, pourquoi un généraliste sur ce sujet-là? Pourquoi finalement, ce n'est pas un toxicologue? Pourquoi ce n'est pas un pharmacologue? Pourquoi ce n'est pas un endocrinologue, un endocrinopédiatre, les perturbateurs endocriniens? En fait, il n'y a pas beaucoup de spécialités médicales qui ont la capacité de la transversalité sur ce sujet-là. Vous verrez rapidement, quand je vais vous présenter ce sujet, que c'est très, très, très large. La discipline qui s'y traite particulièrement bien, c'est la santé publique. Or, grosse difficulté, la santé publique en France, on a besoin de la renforcer et on a besoin de courroies de transmission vers les soins cliniques, on appelle, donc les personnes qui sont auprès des patients. Et donc, la médecine générale, les soins primaires, donc les soins primaires, c'est la médecine générale, c'est les infirmières, c'est les urgentistes, c'est les pharmaciens, c'est le premier relais des populations pour leur santé. Si on a des soins primaires forts, et ça c'est la science qui le dit, si on a des soins primaires forts, ça veut dire qu'on économise le système hospitalier, ça veut dire qu'on économise le troisième recours qui est le CHU. Donc on a besoin de s'emparer de ces questions-là parce qu'il faut faire de la prévention. Vous savez, notre système de santé est mauvais en prévention, je peux le dire, il n'y a pas de problème, c'est bien connu. Là aussi, il y a plein d'études qui ont étudié ce sujet-là. Donc la prévention est à renforcer et un des messages que vous aurez de cette conférence, c'est pas... Le problème de la santé environnementale, c'est pas tant le problème du médecin, c'est le problème du citoyen. Et donc, sans vous, en fait, on fera rien. Voilà. Donc, c'est le message. L'important, c'est la prévention. Finalement, si vous arrivez dans notre cabinet, quelque part, c'est un peu tard. Donc, on veut que vous ne veniez pas dans nos cabinets, très clairement. Et c'est un libéral qui le dit. Il n'y a pas de problème. Donc, la définition de la santé environnementale, c'est... Alors, juste une petite précision, je ne vous donne pas mon avis ce soir. À chaque fois, je vous donne l'avis de la science. L'état de la science, plus précisément. Si je vous donne mon avis, je le donne très explicitement, parce que globalement, mon avis, on s'en fiche un peu, en fait. Mais je vous le dirai, si vous me le demandez, je vous le dirai avec plaisir. Et donc, la santé environnementale, définition de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Et vous voyez donc, c'est une définition très large. La santé environnementale, ça comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas le génome, en fait, tout ce qui n'est pas l'organe malade, la personne malade, c'est l'environnement, c'est tout le reste. Donc, sujet extrêmement large, qui a été beaucoup remis à la mode avec l'avènement du concept One Health, qui se traduit en France par une seule santé ou santé globale, qui est en fait du bon sens, qui est que notre santé à nous dépend de la santé de nos animaux et dépend de la santé de notre environnement. Et donc, par exemple, ce qu'on sait, c'est que 60% des maladies infectieuses sont d'origine animale, par exemple. On sait que la déforestation entraîne le fait qu'on va être plus en contact avec des sources animales de maladies, ce qu'on appelle des zoonoses, et donc risque de poser problème, notamment si on n'a jamais rencontré les virus, exemple Covid-19 par exemple. On sait également que la pollution de notre environnement va impacter notre santé, c'est parfaitement bien démontré. L'utilisation des antibiotiques, certes chez nous, mais aussi beaucoup en vétérinaire, auprès des animaux, dans des élevages surbondés, va avoir un impact également sur notre santé. Donc tout est lié, nous sommes un tout. Ça, c'est la santé environnementale, et plus précisément le concept One Health. Pourquoi c'est important? Là encore, ce sont des données de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un tableau qui est bien connu, donc on considère au niveau mondial que 23% de la mortalité est liée à l'environnement. Donc un chiffre absolument gigantesque. Je vous donne quelques chiffres un peu plus précis. 25% des maladies chroniques sont liées à l'environnement et au comportement de santé, par exemple la sédentarité. C'est qu'à partir du moment où vous mettez quelqu'un en activité physique, je ne parle pas de sport, je parle d'activité physique, mais son risque cardiovasculaire va largement diminuer. 20% des cancers sont d'origine environnementale. 30% des maladies cardiovasculaires sont d'origine environnementale et 35% des maladies respiratoires sont d'origine environnementale. Sur maladies chroniques, cancer, maladies cardiovasculaires et maladies respiratoires, à chaque fois, vous pouvez mettre la pollution. Pollution de l'air extérieur, pollution de l'air intérieur, selon les différentes thématiques, mais à chaque fois, vous avez la pollution. Le prérequis, bien évidemment,
c'est le changement climatique. Alors pourquoi un prérequis? Donc là, vous avez une photographie en fait de la première page du rapport du GIEC. Donc c'est le groupement d'experts, groupement international d'experts sur le climat, qui régulièrement fait un état du changement climatique et de l'impact que ça peut avoir sur notre santé notamment. Et on sait que le changement climatique va induire plusieurs effets qui vont avoir un impact sur notre santé. Des phénomènes météorologiques extrêmes, et là on parle de froid, mais on parle aussi de vagues de chaleur. Je développerai ça secondairement. Les tempêtes, les inondations. La diminution de la couche d'ozone est source d'exposition aux UV et de cancer cutané, par exemple. La déforestation nous met en contact avec des maladies particulières, et donc notamment les gîtes d'origine, donc les zoonoses et les gîtes d'origine animale. Il y a une perturbation des systèmes alimentaires, l'augmentation des zoonoses, je viens de le dire, un risque de toxi-infection alimentaire, c'est-à-dire en gros des diarrhées, par exemple, liées aux problématiques alimentaires. Les maladies vectorées sont des maladies qui sont transmises par un vecteur, donc quelque chose qui nous pique. On parle par exemple de maladie de Lyme, on parle des moustiques avec les arbovirus, que je vais développer ce soir. Et également un champ qui est malheureusement en grande expansion, c'est les problématiques de santé mentale, notamment d'éco-anxiété, notamment chez nos plus jeunes, qui s'inquiètent de l'avenir qu'on leur réserve, vu l'état de la planète sur lequel on s'attend. En préparant cette conférence, je me dis finalement, il y a plusieurs options. Je peux lister tous les éléments qui pourraient être intéressants de vous parler, avec des problématiques finalement d'ondes, avec le bruit, les ultraviolets, des problématiques de risques physiques, chimiques, biologiques, les pesticides, les vecteurs, les perturbateurs endocriniens, les problématiques de qualité de l'eau, les problèmes de risque climatique, par exemple les vagues de chaleur, d'air extérieur. Et je me suis dit finalement, même moi, j'ai pas envie de venir à cette conférence parce que ça fait un inventaire à l'après-vert et à la fin, je vais rien retenir. Donc, c'est mon choix que d'avoir centré sur 3 choses particulièrement importantes et qui vont particulièrement nous intéresser parce que ce sont les problématiques qui se posent en période estivale. Et donc qui m'inquiètent beaucoup, qui nous prennent déjà beaucoup de temps dans nos cabinets. Donc, les vagues de chaleur, on va parler également ultraviolet, on va parler arbovirose avec une belle image de moustique tigre sur la page de droite que vous avez tous vue, malheureusement sur Perpignan. Sur les vagues de chaleur. Alors, quelques petites définitions, parce que la chose est relativement bien bordée par Météo France. Un pic de chaleur, quand vous entendez parler de pic de chaleur, c'est 1 à 2 jours de température anormalement élevée. Une vague de chaleur, c'est un terme relativement récent qui dit voilà, il y a au moins 3 jours de température anormale. En France, c'est au moins un peu plus de 25 degrés pendant au moins 3 jours. Ça fait 15 jours qu'en France, nous sommes en vague de chaleur. Canicule, c'est au moins 3 jours et 3 nuits d'une température qui ne baisse pas en dessous d'un certain seuil. Le seuil est fonction en fait de la localisation dans laquelle vous êtes. Donc chez nous, c'est au-dessus de 35 degrés et en journée, et la nuit, c'est au moins 26 degrés. Et c'est classiquement, les canicules, c'est bien décrit, le terme canicule est un terme romain, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est classiquement entre début juillet et mi-août, mais la période s'étend. En France, on a une cartographie avec ce qu'on appelle des vigilances canicules, donc vous allez entendre tout l'été des vigilances canicules, avec finalement vert, il n'y a pas de problème. Jaune, nous sommes sur un pic de chaleur. Orange, nous sommes sur une canicule. Et rouge, nous sommes sur une canicule extrême. Et ça, pour le coup, c'est facile à lire et à bien comprendre. La particularité actuellement, c'est que les vagues de chaleur, qui étaient un phénomène en fait ancien, sont exceptionnelles par leur durée, leur fréquence, leur extension au niveau géographique, et leur intensité. Et là, c'est particulièrement le cas de toutes les dernières vagues de chaleur, donc 2019, 2020 et 2022. Donc on voit que c'est quelque chose d'extrêmement récent. Là, c'est une petite vidéo de présentation qui date de jeudi dernier, présentée par le gouvernement, que je vous soumets, qui permet d'introduire les mesures qui ont été proposées par le gouvernement. J'y reviendrai, je vous laisse lire.
Voilà, vidéo donc qui date de jeudi, pour dire vraiment on a un sujet qui pose problème et qui est très 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 récent. Sur 2022, parce que déjà on a tout l'état de l'art sur la question de 2022, le deuxième été le plus chaud en France, le premier c'est 2003, donc vous vous souvenez. Il y a eu 3 canicules, 3 épisodes de canicules qui ont particulièrement concerné donc la façade atlantique, donc la Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA, Auras, donc le sud de la France. Ça a touché 80% de la population française. Voilà. Donc vraiment une grosse problématique pour notre société. Et il y a eu également des phénomènes supplémentaires, on va dire, donc des épisodes de sécheresse, des épisodes de feux de forêt, d'orage. La canicule en mer Méditerranée, ça veut dire l'extinction massive d'espèces de poissons, notamment sur la mer Méditerranée. Et ça, c'est une image chez nous, malheureusement, les Pyrénées-Orientales ont pris de l'avance cette année. Et donc, nous sommes inquiets sur comment va se passer notre été. Cette cartographie, c'est le nombre de jours de canicule en 2022. Et vous voyez finalement, certes, l'Occitanie a été particulièrement concernée, mais déjà on ressort même, nous, par rapport à l'Occitanie, on a eu 15 jours de canicule. Donc c'est plus que tous les autres départements, à part le Gard, en Occitanie. Le chiffre qui est particulièrement inquiétant, c'est celui qui arrive. Pendant la période estivale l'an passé, 32% de mortalité en plus dans les Pyrénées-Orientales. Pas à l'autre bout du monde, dans les Pyrénées-Orientales. Pourquoi on meurt finalement de la chaleur? Alors ce qui nous intéresse, c'est la partie à droite. Donc vous savez que nous sommes un animal qui a sang chaud, qui maintient sa température et dont l'organisme travaille en continu pour maintenir sa température. À droite, finalement, comment on fait? On transpire. Et donc en transpirant, si l'environnement n'est pas trop humide, ça s'évacue beaucoup plus facilement. C'est pour ça qu'on supporte moins bien la chaleur dans un hammam qu'un sauna. Okay, c'était pour l'image. Les vaisseaux se dilatent, c'est pour ça que vous avez les vaisseaux des mains, des pieds qui sont plus gros, parce que ça augmente notre surface d'échange avec l'extérieur pour nous réguler la température. On a également une augmentation de la température des pieds et des mains, donc ce qu'on appelle des vasodilatations, ce qui permet en fait pareil d'augmenter la surface d'échange entre les vaisseaux. Et l'impact, donc le risque, c'est que quand ces capacités de régulation thermique sont dépassées, on va commencer à avoir des crampes musculaires, on peut avoir des œdèmes, on peut avoir également des malaises avec des syncopes. Syncope, c'est un malaise où on perd connaissance, il n'y a plus personne, on est par terre. Et on se blesse. On peut en plus avoir des traumatismes crâniens, d'autres problématiques, se fracturer un os, quelque chose. Donc vraiment, un malaise, ça peut être un malaise grave, donc ce qu'on appelle des coups de chaleur. Et donc, le coup de chaleur, c'est finalement notre température monte, parce qu'on n'arrive plus à réguler, on peut taper à 40, et il y a un risque de décès très important. Conséquences pour notre système sanitaire, vous savez que je fais une petite parenthèse, le système sanitaire, notre système de santé ne va pas bien du tout, vous l'avez entendu, ça va bien à aucun niveau, et ça le sollicite encore plus. L'an passé, en période estivale, c'est 2 fois plus de passages aux urgences, 3 fois plus de consultations en SOS médecin. Je vous donne les chiffres de SOS médecin parce que les chiffres de médecine générale n'existent pas. On sait que la moitié des passages aux urgences, un peu plus de la moitié des passages aux urgences, c'est les plus de 75 ans. Donc ce sont nos aînés qui sont les plus fragiles par rapport à ça, j'y reviendrai. On a en parallèle d'autres phénomènes comme l'augmentation des maladies cardiovasculaires et maladies respiratoires. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait très chaud et il y a également de la pollution, notamment de la pollution à l'ozone. Alors Pierre vous en parlera, l'ozone c'est un gaz très irritant, parce que comme c'est un gaz, ça va très très loin et ça va dans tout l'organisme et ça peut entraîner des maladies, des exacerbations de maladies chroniques, cardiaques, respiratoires. Il y a eu des cas de noyade également, ça c'est un effet indésirable. On recherche la fraîcheur, donc on se baigne et malheureusement il y a plus de noyades et c'est un fléau estival avec les piscines, pour les tout petits en particulier, mais aussi pour les personnes un peu plus âgées. Et il y a également 7 cas documentés d'accidents du travail mortels. Alors, certes, c'est pas beaucoup, mais c'est 7 de trop quand même. Dans tous les cas, c'était des personnes qui travaillaient en extérieur, avec une moyenne d'âge faible, c'était 44 ans, les personnes concernées. Donc pour la France, finalement, qu'est-ce qui se passait en 2022 ? Ça veut dire presque 3000 décès en plus que ce qui était attendu, donc c'est plus 17%. Un quart, c'était en Occitanie, c'est quand même beaucoup. Et un peu plus de 2000 passages aux urgences pour des symptômes en rapport avec les vagues de chaleur qui sont l'hyperthermie, la déshydratation et l'hyponatrémie. Et la moitié d'entre eux, c'était en Occitanie, tout de même. Donc vraiment, nos systèmes de santé, en plus, particulièrement plus fragiles en été, parce que vous savez qu'on a plus de population en période estivale, sont encore plus sollicités par cette problématique. Donc c'est compliqué. J'ajoute en plus que ces chiffres-là sont minorés
par rapport à la morbidité, c'est-à-dire les maladies induites par les vagues de chaleur, parce qu'il y a des choses qu'on ne compile pas. Je vous prends un exemple, les cystites, il y en a beaucoup plus en période estivale qu'en période hivernale. Il y en a quand même, il y en a beaucoup plus en période estivale parce qu'on ne boit pas assez, okay, donc on est beaucoup plus fragile, et sauf que ce n'est pas compilé. Donc le nombre de passages aux urgences et le nombre de consultations, donc l'impact sur notre système de santé et surtout l'impact pour votre santé, est minoré par rapport à vos chiffres qui sont, moi déjà, les chiffres que je vous donne, personnellement, ils m'effraient. Mais ils sont minorés. Pardon, sous-estimés. Les personnes à risque, un repère en santé environnementale, les personnes à risque, c'est à peu près toujours les mêmes. C'est les personnes âgées, c'est les personnes qui ne sont pas en capacité de se défendre, donc c'est les petits bébés, les personnes handicapées, et les personnes qui ont des troubles, quels qu'ils soient, par exemple des maladies chroniques. Donc sur les vagues de chaleur, ce qui est bien documenté, c'est les personnes âgées, c'est-à-dire plus de 65 ans, surtout les plus de 80 ans. Vraiment, il y a une grosse différence entre le reste de la population et les plus de 80 ans, a fortiori si elles sont isolées, notamment isolées de leur famille. Donc la personne retraitée qui vient passer sa retraite sur les côtes, qui est toute seule, qui n'a pas sa famille, est encore plus à risque que les autres. Alors c'est un phénomène qu'on sait bien est fréquent dans notre département. Les nourrissons et les jeunes enfants pour des raisons évidentes, les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes atteintes de maladies chroniques, notamment parce qu'il y a certains médicaments qui fragilisent. Je vous prends 2 exemples. Les psychotropes, c'est les médicaments qu'on donne pour les personnes qui ont des maladies psychiatriques. Certains fragilisent par rapport aux vagues de chaleur. Et un autre exemple, les diurétiques, c'est-à-dire ceux qui vous font uriner, qu'on utilise par exemple chez les personnes hypertendues ou les personnes qui ont des maladies cardiaques. Vous fragilisent parce qu'ils vous font uriner, donc ils ont tendance à vous déshydrater. Ça, c'est assez évident. Les personnes souffrant de troubles mentaux, parce qu'il ne faut pas forcément se rendre compte qu'il y a des problèmes d'exposition à la chaleur. Les personnes socialement défavorisées sont toujours défavorisées pour toutes les problématiques de santé environnementale, on en reparlera. Et bien évidemment, les travailleurs en plein air, si bien qu'il y a des mesures de protection spécifiques pour ces personnes-là, qui sont mises en place chaque année. Je me suis amusé à vous mettre une cartographie qui est en cours de réalisation. C'est un projet qu'on fait sur la MSPU avec le Green Data for Health. Le Green Data for Health, c'est une organisation qui dépend du ministère de la Transition écologique. Et ils ont dit finalement, on a des données en santé, venez les travailler avec nous, on va bosser ensemble. Et finalement, ce qu'on s'est amusé à faire, entre guillemets, c'est qu'il faut savoir que les données que l'on a au niveau cartographique sur les vagues de chaleur ne sont pas très précises. Par exemple, je peux vous dire qu'il y a 32% de surmortalité en période estivale dans les PO, mais je ne peux pas descendre plus bas parce qu'on n'a pas les données actuellement, on n'a pas les données communales. Donc en fait, on a fait des extrapolations, on a dit, ben voilà, on va prendre plusieurs indicateurs, on va prendre l'équipement en climatisation des gens, on va prendre les températures au sol, l'indice de défavorisation sociale, c'est-à-dire les inégalités sociales de santé, on va regarder et la couverture végétale, et on va regarder à l'échelle communale si ça a un impact. Alors, au niveau des Pyrénées-Orientales, je ne peux malheureusement pas zoomer, et il me manque quelques données encore que j'aurai lundi, mais en fait, tout le département est en orange, c'est-à-dire les zones sur lesquelles on est plus à risque d'avoir une vulnérabilité de la population en vague de chaleur. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train de faire et qui est intéressant sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire par rapport à ça ? Il faut sensibiliser les populations à risque. Donc Santé publique France a édité un guide qui est extrêmement bien fait, qui est disponible par exemple dans nos cabinets, qui est disponible sur le site de Santé publique France, qui serait bien qu'il soit disponible dans toutes les organisations citoyennes qui veulent sensibiliser à ça. Tous les travailleurs sociaux devraient sensibiliser également, ce serait formidable qu'on puisse faire ça, qui indique quelles sont les problématiques, quels sont les signes avant-coureurs, quelles sont les populations à risque et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en prémunir. Je vous le disais, il y a eu des mesures qui ont été annoncées la semaine dernière. Je me suis permis d'en reprendre quelques-unes. Il y a eu 15 mesures. Là, je vous ai repris les mesures pour le grand public, sachant qu'il y a des mesures pour les entreprises, il y a des mesures pour les collectivités territoriales. Et je me suis amusé à mettre en bleu quelques mesures qui me semblaient intéressantes parce qu'il faut s'en saisir. Ça, c'est les mesures pour le grand public qui vont sortir cette année pour les vagues de chaleur. Donc vraiment quelque chose, ça a 5 jours. Hein. Voilà, c'est vraiment très récent. Donc, parmi toutes les campagnes qu'il va mettre en place, il y a la question du recensement des îlots de fraîcheur et des fontaines publiques. Les îlots de fraîcheur, c'est juste des endroits où on peut se rafraîchir quand il fait trop chaud. Et vous pourrez avoir des campagnes de SMS en disant, ben voilà, allez à tel endroit pour vous rafraîchir parce que vous êtes à risque, parce qu'il y a une canicule extrême. Donc quelque chose d'un peu proactif par rapport à ce qui se passe pour nos patients. Et il y a un truc, je serais ravi si le CDC pouvait me renseigner là-dessus après. Ça peut être, je pourrais poser des questions comme ça moi aussi. J'ai appris, parce que je ne savais pas, qu'il y avait une start-up qui s'appelle Plus Fraîche Ma Ville, qui accompagne les collectivités territoriales qui veulent s'investir sur la prévention pour leur population des vagues de chaleur.
Je serais ravi de savoir s'il y a quelque chose sur Perpignan. Est-ce qu'ils vous les contacter? Est-ce que vous avez envie de les contacter? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'État. Et pour le coup, vu que je travaille quand même pas mal sur des plans de santé publique proposés par l'État, quand on rentre dans une problématique étatique, on a des réponses. Ça peut être très intéressant et très porteur pour les collectivités territoriales. Donc voilà. Ça, c'est quelques petites choses qui vont sortir. Ce qu'il faut surtout, en fait, et ce qui est un truc extrêmement complexe, c'est que les populations âgées se signalent, déjà qu'elles se signalent à leur entourage. Moi, j'ai tendance à demander à toutes mes consultations, quand j'ai des personnes âgées dans mon cabinet, est-ce qu'il fait chaud à la maison? Est-ce que vous arrivez à faire des ventilations? Comment ça se passe? S'il y a la fille, le fils qui accompagne la personne âgée, je me renseigne aussi. Sachant qu'il y a des registres dans les communes pour lesquels les personnes âgées peuvent s'inscrire, et qui finalement, il y a d'accompagnement social, il peut y avoir des appels régulièrement, s'assurer que tout va bien, et il peut y avoir des accompagnements, il y a des mesures financières aussi de rénovation du bâti et des habitats qui existent, mais les gens ne le savent pas forcément. Et faire ce lien-là social, c'est un énorme travail, avec des personnes âgées qui ne sont pas toujours volontaires et qui ont envie de se signaler comme étant fragiles ou vulnérables, parce qu'elles ont peur de devoir sortir de chez elles, aussi, enfin de devoir être sorties plus précisément de chez elles. Donc il y a un gros travail d'accompagnement au niveau social à mettre en place, et vu le tableau que je vous ai dressé, ce serait vraiment des mesures sur lesquelles notre société devrait s'investir pour investir sur la santé des personnes de ses aînés. Le deuxième champ, qui est corrélé au premier, c'est la questionnement des rayonnements UV. Là aussi, la santé publique nous mâche le travail, et c'est bienvenu, parce qu'il nous donne un petit peu des abacs pour nous repérer. D'où viennent les rayons UV? De deux sources principalement. Principalement le soleil, également les cabines à UV. Je ne vais pas faire polémique, parce que pour le coup, ça a été largement démontré par la science, il n'y a aucun bénéfice santé aux cabines à UV. C'est délétère pour la santé. Nos organismes de santé publique s'interrogent sur la pertinence de maintenir en activité des cabines UV. Vous aurez un joli teint, mais vous aurez une peau qui s'abîme beaucoup plus vite et qui est beaucoup plus à risque d'autres maladies que je vous décrirai. Par exemple, vous avez sur la droite un indicateur de l'indice UV que vous pouvez retrouver quand vous écoutez la météo. Vous pouvez le retrouver également sur vos smartphones, vous pouvez également le retrouver sur un autre outil que je vous décrirai tout à l'heure. Finalement, si vous êtes en vert, vous avez un indice UV faible, il n'y a aucun problème. Vous êtes 1, 2, pas de problème. 3, 4, 5, il faut vous protéger. Vous vous protégez idéalement avec des vêtements. Vous faites ce que vous voulez, il n'y aura jamais une crème aussi efficace qu'un vêtement. Et vous pouvez mettre de la crème pour les zones sur lesquelles il n'y a pas de vêtements parce qu'il fait chaud. Voilà. Mais il faut mettre une crème régulièrement, j'y reviendrai. Indice 6, 7, il faut vraiment encore plus protéger parce qu'on est beaucoup plus à risque. 8, 9, 10, on est sur des risques très élevés, il est recommandé de ne pas sortir. 11 et au-delà, on est plutôt sur des indices qu'on voit dans des zones tropicales. Et en indice 12, c'est la cabine à UV. Voilà. Je continue. Vous vous attendez que je vous parle de la peau, on va commencer par les yeux. Alors, il y a deux choses que probablement vous connaissez. L'ophtalmie des neiges, qui est un terme comme ça, qui fait très joli, très poétique, mais en fait, c'est une saleté qui fait très mal. Et en grosso modo, c'est la personne qui a skié, vous êtes aux Angles, ou au Font Romeu, ou ailleurs, hein, vous allez où vous voulez, et vous avez skié toute la journée sans vos lunettes de soleil, et bien vous risquez une photokérato-conjonctivite, c'est très douloureux. C'est pas grave en soi, mais c'est très douloureux. Si vous pouvez vous l'éviter, je vous le conseille. Le risque principal, c'est pour nous, en fait, c'est le plus long terme. Si j'ai tendance moi, je rappelle toujours, mon action en santé, c'est que je suis des gens pour 30 ans. Si j'ai une retraite, voilà, dans 30 ans. Donc, mon action à moi, elle se voit sur 30 ans. Et mon job, c'est que les gens n'aient pas de problème dans 30 ans. Donc, quand je m'en vais. La cataracte, qui est quand même très fréquente, tout le monde, peut-être vous avez été opéré à la cataracte, vous avez des personnes dans la famille qui ont été opérées, 20% des cataractes, en fait, elles sont environnementales. Je ne le savais pas, hein. J'ai fait la biblio il n'y a pas très longtemps, je dis 20% des cataractes sont environnementales, ça coûte cher, personne n'a envie de se faire opérer, hein, en plus, et c'était peut-être potentiellement un risque évitable. 20% des cataractes sont d'origine environnementale, et c'est les UV. Mettez des lunettes de soleil et des lunettes de soleil performantes. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc finalement ça peut être un gros trou dans votre champ visuel en plein milieu, c'est noir, ou ça fait des couleurs et des flashs, ou c'est carrément des lignes qui deviennent un peu floues. C'est aussi pas complètement que environnemental, mais il y a une composante environnementale dans la DMLA, donc lunettes de soleil. Les risques pour la peau, les risques bien démontrés, les rides, les taches pigmentaires,
et la sécheresse de la peau. Plein de choses qu'on voit chez les personnes âgées qui sont trop exposées dans leur vie et qui en plus vont occuper des dermatologues, notamment à visée esthétique, dont on a besoin pour la partie de droite, qui sont les cancers de la peau. Les UV, c'est la première cause des cancers de la peau. Il y a plus de 80% des cancers de la peau sont d'origine UV, et les UV du soleil. Ça fait 80 000 nouveaux cancers par an, donc en théorie évitable. Et il y a deux grands types de cancers. Donc 90% des cancers de la peau, ce qu'on appelle des carcinomes. Là, je vous en ai mis deux types. Il y a à gauche un carcinome, ce qu'on appelle basocellulaire. En fait, c'est une tumeur en relief, voilà, qui a l'avantage d'évoluer globalement doucement, qui a l'avantage de métastaser relativement rarement. Ça métastase que si ça a été négligé pendant des années, et ça s'enlève. Il faut l'enlever. Et c'est localisé sur des zones exposées au soleil. Donc classiquement, derrière les oreilles, le front, pour les messieurs qui ont la calvitie également là-dessus. Donc le visage de façon globale. Donc à protéger. À droite, beaucoup plus enquiquinant, ce qu'on appelle les carcinomes épidermoïdes. Parfois, vous avez entendu le terme spinocellulaire. Alors là, c'est carrément, ça se présente souvent sous des formes d'ulcération, c'est-à-dire des plaies ou des croûtes. Ça métastase. Et pour le coup, ça nécessite qu'on ait ce qu'on appelle des marges saines quand on les enlève. Donc on les enlève avec beaucoup de marge à distance. Donc par exemple, quand on a, comme ce monsieur-là, un spinocellulaire sur le bout du nez, en fait, ça va être très délabrant. Il y aura une grosse cicatrice au bout du nez, parce qu'en fait, on va enlever la grande partie du nez. Donc pareil, quelque chose d'évitable, ce serait bien de pouvoir l'éviter. La lésion à gauche, sous Césaire, tiens, bon, c'est un grain de beauté quelconque, mais en fait, mine de rien, c'est un mélanome. Les mélanomes, ce sont les plus graves parce qu'ils métastasent, c'est une belle saleté, c'est 15 000 cas par an en France. Il y a des endroits beaucoup plus touchés, notamment l'Australie, qui sont actuellement un modèle sur la prise en charge et la prévention des cancers de la peau, parce qu'ils sont très exposés, parce qu'ils ont des populations qui ont des peaux fragiles, je vais y revenir, et donc ils ont développé énormément d'actions pour prévenir ça. 15 000 personnes touchées, oui, mais il y a quand même 10% qui en meurent. Oui. Et les 2 tiers sont liés à des expositions excessives au soleil, en particulier pendant l'enfance. Moi, je suis un enfant des années 80. On prenait le soleil on prenait les coups de soleil jusqu'à ce qu'on commence à bronzer, et puis après on mettait pas de crème. C'était les années 80. Un coup de soleil dans l'enfance, ça multiplie par 2 le risque de mélanome à l'âge adulte. Ça fait mal. C'est comme information. C'est une information qui vient des Australiens. On n'est pas égaux devant les coups de soleil. On a ce qu'on appelle des phototypes. Plus le phototype est bas, plus on a un risque par rapport au soleil. Donc le phototype 1, c'est la personne qui en général est très très blanche, qui a la peau, qui a les cheveux blonds, très blonds, ou la peau roux, ou les cheveux roux, et en général, elle le sait, elle ne bronze pas, elle brûle. Le phototype 6, c'est les personnes qui ont une peau noire, des cheveux noirs, et qui globalement, ça se passe bien par rapport, qui ne font pas de coups de soleil, mais qui ont malheureusement quand même aussi le droit d'avoir des mélanomes, mais qui sont moins à risque que les autres. Donc en fait, il faut s'exposer et adapter les crèmes en fonction de son phototype. Ça, c'est une règle, je vais rapidement dessus. Nous, on utilise des dermatoscopes pour qualifier les grains de beauté, pour voir, c'est des grosses loupes, qui nous permettent de voir s'il y a risque ou pas risque. Ça veut dire qu'on les forme, et par exemple, on forme tous les médecins généralistes de votre région. Notre faculté forme tous les médecins généralistes à utiliser des dermatoscopes. Et pour le grand public, on dit voilà, les choses qui doivent attirer votre attention comme grain de beauté, c'est un grain de beauté asymétrique, qui a des bordures irrégulières, qui a une coloration soit très noire, soit qui a plusieurs couleurs, qui a un diamètre de plus de 6 mm et qui évolue. Et c'est la règle A, B, C, D, E. Voilà. Donc ça, c'est une règle pour le grand public et que les professionnels de santé peuvent également utiliser. Et donc il y a des grandes règles sur l'utilisation du soleil. Et par exemple, il vous faut éviter une exposition au soleil entre midi et 16 heures, porter un chapeau, des lunettes, un t-shirt, je vous dis, il n'y a rien de mieux qu'un vêtement. Vous appliquez une crème, en général, c'est normalement au moins 50 d'indices, avec idéalement une crème coraux-friendly, on dit, donc c'est-à-dire une crème qui ne va pas non plus tuer les coraux en se déposant au sol, dans la mer, et boire de l'eau régulièrement. Et on rappelle que les bébés n'ont rien à faire sur une plage, mais rien du tout. En particulier pas entre midi et 16 heures, et qu'il ne faut pas exposer les enfants, il ne faut pas exposer les bébés, il ne faut pas exposer les enfants et les ados.
Les arboviroses. Les arboviroses, j'ai choisi de vous en parler parce que c'était le sujet d'un rapport qui a été publié du COVARS. Alors le COVARS, c'est ce qui a remplacé le Conseil scientifique du Covid. Vous avez beaucoup entendu parler ces 3 dernières années. Et le COVARS a émis un avis sur ce qu'on appelle les arboviroses. Et ce qui m'a intéressé, c'est l'entomologiste, c'est-à-dire le spécialiste des insectes du COVARS, qui disait voilà, l'épidémie en France métropolitaine est inéluctable. Alors, pourquoi elle est inéluctable? Pourquoi je vous en parle? Parce que ces arboviroses, en fait, ça ne veut pas dire les virus qui viennent des arbres, c'est arthropodes, donc c'est des insectes, arthropodes born virus, donc virus. Donc ils sont liés par des insectes qui mangent du sang, donc hématophages. Et il y a 2 vecteurs en particulier qui sont présents en France, donc Aedes aegypti et plutôt en Camargue, et c'est surtout Aedes albopictus, donc c'est le moustique tigre, c'est le moustique que je vous avais montré, que vous avez tous vu, que vous avez tous écrasé, parce qu'il est un peu lent en plus, il est plus facile à attraper que les autres, et qui est très 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 présent. Et vous voyez la cartographie de la répartition du moustique tigre, il n'y a pas si longtemps, il n'y en avait nulle part. Là, il y en a dans presque toute la France. Et en dessous, en violet, vous avez les populations, le taux de population qui sont exposés. Quand on est en violet, ça veut dire qu'on a au moins 40% de notre population qui est exposée aux moustiques. Donc, on en fait partie. Ce sont des moustiques qui adorent la ville, ils sont très très bien adaptés au côté urbain, ils ne se déplacent pas beaucoup, ils se déplacent plus quand il fait chaud, ils adorent la chaleur. Et ils ont la particularité de pondre leurs œufs là où il y a des gîtes d'eau stagnante, c'est-à-dire des coupelles, des vases, des gouttières que vous n'avez pas vidées, même des plantes, certains coupes de plantes, par exemple des bambous. S'il reste de l'eau, ils peuvent mettre leurs œufs dedans. Ils piquent principalement en journée, principalement le matin et au coucher du soleil. Et il y a des mesures de protection, il y a des répulsifs qui existent, il y a des sprays, il y a des serpentins, des diffuseurs, des systèmes d'aspiration avec des phéromones, enfin, il y a plein de choses qui existent. Il y a des vêtements longs, des moustiquaires de portes, de fenêtres, des moustiquaires de lit, il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Pourquoi on en parle? Bon, globalement, ce qu'on en sait, c'est que c'est des maladies qui a pris, donc pas beaucoup de cas. Ce ne sont pas graves dans beaucoup de cas. En général, elles évoluent relativement bien pour le malade. Elles ont la problématique d'être globalement asymptomatiques. Asymptomatiques, ça veut dire qu'elles n'ont pas de symptômes dans la plupart des cas. Je vais y revenir quand je vais les décrire. Et finalement, en France, il y a eu 272 cas de dengue, 22 chikungunya et 3 Zika. Vous vous dites pourquoi finalement je vous enquiquine avec grosso modo 300 cas importés. C'est des personnes qui l'ont attrapé ailleurs, ce n'est pas des cas qui ont eu en France. Et pourquoi finalement je vous embête avec 300 cas? Les 272 cas de dengue, c'est plus que les 10 années précédentes. Donc ça augmente. Et je me suis amusé à vous sortir les chiffres du COVARS. En dessous, vous avez ce qui se passe en Guadeloupe, Martinique. Guadeloupe, Martinique, grosso modo, c'est 400 000 habitants chacune. Les PO, c'est 400 000 habitants. L'Occitanie, c'est grosso modo 6 millions. Et finalement, la dengue, c'est une épidémie qui devient quasiment de chaque année. Le chikungunya, il y a des grosses épidémies, et le Zika, il y a aussi une grosse épidémie, je vous en parlais. Et le risque principal, c'est qu'à partir du moment où vous avez le vecteur, vous pouvez donc transmettre le virus. Et 26 millions d'Européens voyagent chaque année dans des zones où il y a ce type de virus. Donc on risque de le ramener à la maison et d'être piqué par le vecteur quand on arrive à la maison. Alors, à quel point c'est des choses qui sont fréquentes? Alors, la dengue, c'est la plus fréquente. Elle est considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme une maladie qui réémerge. Alors, c'est quand même 100 à 400 millions de personnes infectées chaque année. Le Covid, en 3 ans, c'est 650 millions, par exemple, pour comparer des choses qui sont pas vraiment comparables, mais pour vous donner un ordre d'idée. 100 à 400 millions de personnes, ouais, ça fait quand même beaucoup. C'est quand même 20 000 morts. Bon, principalement des enfants, qui sont plus fragiles par rapport à ça. C'est sur tous les continents, principalement en zone tropicale. Mais on a la crainte qu'avec le changement climatique, ça nous arrive à nous. Et je vous le disais, grosso modo, asymptomatique dans 50 à 90% des cas. Donc, ça passe facilement sous les viseurs de notre système de santé. Parce que la plupart des personnes n'ont pas de symptômes. Et en plus, quand ils ont des symptômes, c'est ce qu'on appelle un syndrome viral ou un syndrome grippal, c'est-à-dire mal de tête, de la fièvre, des courbatures. Et la grande crainte des médecins actuellement, c'est de dire de passer à côté d'infections autres, alors que finalement, c'est un Covid qui circule encore au passage. Mais finalement, il y a quelques années, moi, jeune médecin, un syndrome viral en période estivale posait quand même pas mal de questions. Là, on risque de se faire bananer, pour être très clair. Et là, le risque de la dengue, c'est qu'il y a quand même 1 à 5% qui en font la mortalité de risque d'hémorragie, qui est un risque vital. Voilà. Ça, c'est pour la dengue. Donc, c'est un risque émergent, on appelle ça.
Le chikungunya, vous en avez entendu parler il n'y a pas très longtemps, mais en fait, il faut savoir que le chikungunya, on l'a détecté au milieu du XXe siècle, en Afrique et en Asie, et finalement maintenant, c'est le monde, c'est très très développé, c'est le monde entier, et les épidémies deviennent de plus en plus fréquentes. Là aussi, globalement, c'est asymptomatique. Là aussi, quand il y a des cas, classiquement, c'est un syndrome grippal, donc pareil, on peut passer à côté. Et l'autre enquiquinement du chikungunya, vous en aviez entendu parler quand ça faisait les titres des journaux, c'est qu'en fait on peut avoir des douleurs des articulations, c'est-à-dire comme une grippe, mais qui peuvent durer des mois, voire des années. Et c'est relativement fréquent, ça peut être 30 à 40% des patients. Donc c'est pas très sympathique. Le Zika, c'est encore autre chose. Pareil, ça a apparu dans le milieu du XXe siècle, en Afrique et Asie. Et en 2016, l'épidémie a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale. La grosse épidémie d'après, vous avez tous entendu parler, c'était le Covid. Alors pour le coup, c'est plutôt le vecteur, l'autre type de moustique, Aedes aegypti, pour lequel on n'est pas trop embêté encore parce qu'on a des nuits suffisamment froides pour l'enquiquiner qui se reproduisent moins bien. Mais ce qui en fait la gravité, c'est qu'il y a une transmission en fait mère-enfant qui peut se traduire par ce qu'on appelle des microcéphalies, c'est-à-dire le crâne qui est tout petit parce qu'il y a un manque de développement du cerveau, c'est irréversible. Et donc c'est une catastrophe absolue quand il y a ça. Et en fait, à partir du moment où la mère est infectée, il y a un tiers de risque que son bébé l'ait, avec son fœtus l'ait. Donc si on pouvait s'éviter ça, ce serait bien. Mais donc il faut y faire quelque chose. Alors en termes de prévention, il faut limiter les populations larvaires, c'est-à-dire en fait éliminer, vider les poubelles. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de flotte. Il pourrait en théorie y avoir des insecticides. Le problème c'est qu'on sait bien qu'avec les insecticides, on pose d'autres problématiques. Vous avez tous entendu parler des problématiques d'abeilles, par exemple, mais c'est vraiment un gros souci. Donc les insecticides, en gros, on commence à se poser la question de comment on peut finalement s'en passer. Se protéger des piqûres de moustiques, c'est pas bien compliqué, donc il y a des répulsifs cutanés qui fonctionnent bien, des moustiquaires de fenêtres et de portes, parce que finalement, c'est pas la question d'une moustiquaire pour un lit, parce que ça pique en journée. Donc il faut en fait pas que les moustiques rentrent dans la maison. Mais par contre, on peut mettre, pour protéger les jeunes enfants et les bébés, on peut mettre des moustiquaires de lit. Il y a des vaccinations qui sont en cours de développement. Il y a des choses qui existent également. Il y a déjà des vaccins qui existent pour la dengue, mais la stratégie vaccinale est en cours d'élaboration par la Haute Autorité de Santé. Donc je ne peux pas vous dire finalement la place de chacun des vaccins. C'est en cours de réflexion. L'inconvénient de toutes ces mesures, finalement, ce sont des mesures, on va dire, comportementales. C'est-à-dire c'est nous qui agissons pour changer les choses. La problématique est la suivante. Ce qu'on sait, c'est que dans les zones très touchées, il y a des mesures qu'on peut mettre en place que je viens de vous décrire. Mais grosso modo, les populations de ces zones touchées, dans 20% des cas à peu près, ils utilisent l'insecticide, ce qui n'est pas énorme. L'élimination des points d'eau stagnantes, ils en font que dans 18% des cas. Et l'application de répulsifs sur la peau, ils le font que dans 17% des cas. Donc finalement, on n'a pas pris conscience du problème. Et les motivations pour se protéger, qui est le corollaire du comportement, il faut être motivé pour mettre en place un comportement. Okay, je vais arrêter de fumer, il faut que je me motive à arrêter de fumer, par exemple. On sait que les motivations pour se protéger, c'est qu'il faut avoir l'impression qu'on est très piqué. À partir du moment où vous êtes très piqué, vous allez faire quelque chose. On est donc très exposé aux moustiques types et qu'on a soi-même une vulnérabilité perçue face aux arboviroses, qui sont des maladies que les gens ne connaissent pas parce qu'ils ne les voient pas. En plus. Donc on a un problème d'engagement de tout le monde sur quelque chose dont on sait que ça va poser problème. On a des solutions, mais pour l'instant, elles ne sont pas mises en place. Alors, il y a quelques éléments qui peuvent être intéressants, je vous le disais, pour engager les citoyens. Je dis, on ne peut pas s'attendre, dans un système de santé qui croule, à ce qu'on fasse de la prévention anti-larigot. On n'y arrivera pas. Donc il faut que ce soit les gens qui s'engagent là-dessus. Ce qui est bien, c'est que l'État met en place des outils. Et donc, par exemple, il y a une planification qui s'appelle le Plan national santé-environnement, qui a accouché d'un outil qui s'appelle RecoSanté, qui est extrêmement bien. Et RecoSanté, à terme, il a été conçu pour agréger tous les indicateurs de santé publique en santé environnementale. C'est pas bien compliqué, le site est fonctionnel. À partir du moment où vous inscrivez votre ville, par exemple Perpignan, vous avez les indicateurs qui sont actuellement disponibles concernant Perpignan. Et ça marche sur toutes les communes en France. Et vous pouvez même vous abonner à une newsletter qui vous enverra tous les jours les informations. Par exemple, moi, en tant que médecin, tous les jours,
je reçois ces indicateurs parce que ça m'aide dans ma pratique de médecin pour informer mes patients et anticiper un petit peu la suite. Par exemple, là, c'est les indicateurs que j'ai récupérés à 2h du matin d'aujourd'hui. Et donc finalement, sur la qualité de l'air, vous voyez qu'on a un risque moyen en particulier parce que c'est la question des particules fines. La semaine dernière, il faisait beau, il faisait chaud, le ciel était dégagé, on était en jaune sur l'ozone. Ce qui est normal, il l'expliquera Pierre, parce que c'est une réaction, c'est un gaz qui vient par des réactions photochimiques. On a un indice à droite très élevé sur les pollens de graminées, ce qui est normal vu la saison. On a une vigilance météo jaune, il est prévu d'avoir des orages, vous avez peut-être été un petit peu mouillé en venant tout à l'heure. Vous aurez également accès à la qualité des eaux en saison, parce que là, ce n'est pas encore actif, mais là, pendant la période estivale, ils vont remplir ça. Et je vous ai parlé des indices UV tout à l'heure. Nous sommes sur un indice UV classiquement pour une période estivale, sachant qu'on n'est pas encore l'été. Mais on a un indice 7, et il vous donne les indices, vous mettez au moins une crème SP 30 et plus. Mais si vous avez un phototype 1, 2, 3, vous mettez du 50. Et vous avez également le potentiel radon. Le radon, c'est un gaz radioactif qui est issu de la décomposition de roches granitiques et volcaniques, qui ne concerne pas le Perpignanais, mais qui concerne partout où vous habitez, il y a du granit. Donc tout autour de nous, vous avez une évaluation qui est obligatoire, qui fait partie d'ailleurs des diagnostics quand vous vendez une maison, que vous achetez une maison, qui est ce qu'on appelle le potentiel radon. Donc sur le Perpignanais, on n'est pas à risque au niveau radon. Voilà, donc un outil intéressant. Par exemple, dans mon cabinet, les patients qui attendent, peut-être, j'espère pas trop longtemps, ils ont accès à un QR code, ils peuvent flasher, ils peuvent regarder, par exemple, ça culture un peu sur la question de la santé environnementale. Je vous remercie pour votre attention. Bon, merci pour cet exposé très complet. Alors, vous avez de la chance parce qu'en pneumologie, en ce moment, on développe les thérapies ciblées en cancéro, dans l'asthme, dans l'allergie. Et donc, moi, ça va être très ciblé sur les maladies respiratoires. Donc, merci François de m'avoir invité. Merci, monsieur, dame, de m'avoir convié à cet événement. Moi, un petit peu en écologie, en termes de pratique, eh bien, j'étais pas très comment dire, proactif pour, même avec mes patients, pour éviter, par exemple, les gaz à effet de serre. Et donc, je me suis posé la justification de cette conférence. Et donc, voilà, on va donc parler de la pollution de l'air extérieur, donc l'air atmosphérique hors bâtiment. Et c'est vrai que c'est un frère jumeau du réchauffement climatique. Et donc, c'est bien normal qu'on ait parlé de ce réchauffement climatique et de toutes ses conséquences. Et donc, quel est son impact sur la santé humaine? Alors, on va regarder le réchauffement climatique avec ces gaz à effet de serre qui sont principalement liés à l'accumulation de dioxyde de carbone dans la troposphère, cette première couche de l'atmosphère. Et donc, c'est une valeur étalon parce que ce dioxyde de carbone met pratiquement 100 ans pour diminuer de 50% dans l'atmosphère. Donc, c'est un bon traceur entre le réchauffement climatique et son accumulation. On voit qu'en fait, les rayonnements infrarouges qui sont liés au rayonnement solaire, en fait, sont piégés dans la sphère qui est la planète et ça augmente la chaleur. Donc il y a un indice pour pouvoir comparer ces gaz qui s'appelle le pouvoir de réchauffement global. On voit par exemple que le protoxyde d'azote qui est utilisé en médecine pour les engrais ou encore nos enfants qui s'amusent avec là, pour se faire rire a un pouvoir de réchauffement global qui est 290 fois plus élevé que ce dioxyde de carbone. Quand on voit les gaz de synthèse dont on se sert en électricité pour également l'isolement, la réfrigération, etc., l'hexafluorure de soufre, eh bien c'est 23 500 fois plus important en termes de pouvoir de réchauffement planétaire. Alors, les accords de Paris, là François en a parlé tout à l'heure, donc c'était l'ambition, c'était de ne pas monter de plus de 2 degrés la température en 2100. Et, pardon, je vais un peu plus vite. Et donc, pardon, on va revenir en arrière. Et donc sur cette photo, on voit que le postulat, c'est de
de ne pas produire plus de 3000 gigatonnes de CO2 d'ici 2050, ce qui pourrait donc augmenter la température de 2 degrés et ainsi de suite. Plus on va produire du carbone et le stocker, plus donc le réchauffement planétaire sera important. Et donc d'ici entre 1900, je vois pas les choses, mais entre 1950 et 2020, on a produit 2400 gigatonnes, ce qui veut dire que d'ici 2050, il ne manque que 600 gigatonnes à produire pour augmenter la température de 2 degrés. Par an, on produit actuellement 50 gigatonnes. Ça veut dire que ces 2 degrés, ils sont déjà acquis. C'est peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, peut-être dans 20 ans. Et ça m'a vraiment interloqué et je me suis dit, tiens, quelles sont les conséquences de ces réchauffements climatiques? Eh bien, c'est des vagues de chaleur qui seront 14 fois plus importantes qu'actuellement. C'est des courants tropicaux qui auront tous disparu. C'est la moitié des forêts françaises qui, d'ici une vingtaine d'années, une trentaine d'années, aura disparu. Et donc, si on se reporte un petit peu dans le temps, on s'aperçoit que nos ancêtres, enfin dans 5000 ans, ils ont augmenté la température de la planète de 5 degrés avec la naissance de l'agriculture et la sédentarisation. Vous voyez qu'il y a 20 000 ans, ils étaient 100 000 habitants, les océans étaient abaissés de 120 mètres. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter pratiquement de 5 degrés la réalité, la température planétaire, si on ne fait rien, d'ici 2100. Donc, je ne sais pas comment on va pouvoir s'adapter à cela. Bon, là, François vous a fait un parcours de tout ce que pouvaient représenter les variations climatiques sur la santé humaine, avec les migrations de population, les catastrophes naturelles, les zoonoses qui vont se multiplier, les décès par déshydratation, surtout la guerre de l'eau qui va se mettre en place, et ça, il faut s'y attendre. Bon, moi, je vais donc faire, comme je vous ai dit, vous inquiétez pas, une thérapie ciblée, donc sur les maladies respiratoires et cardiaques. Et donc, on va essayer de regarder un petit peu l'air extérieur. Pour un pneumologue, nous respirons chaque jour 10 à 15 mètres cubes d'air, ça représente à peu près 15 kilos. 99% et les poussières sont composées d'azote, d'oxygène, de gaz carbonique, d'argon, donc des gaz qui sont vitaux pour nous. On vit avec l'oxygène et on exhale le gaz carbonique. Mais bon, de quoi est effectué et de quoi est composé ce reliquat de 0,1%? Est-ce que il est encombré de polluants et ces polluants sont-ils anodins? Eh bien non, je ne pense pas qu'ils soient anodins, puisque bon, on en a un peu parlé, mais quand on regarde un petit peu une étude qui était parue dans l'ANSET en 2017 et sur une estimation des décès dans le monde avec comme facteur de risque principal la pollution, vous voyez qu'elle est responsable en premier lieu de 9 millions de décès. Donc en deuxième position, vous voyez le tabac. Puis après, tous les autres facteurs de risque. Alors, quand on regarde par exemple l'impact des guerres, je ne sais pas si, hop, si on le voit là, bon, mais c'est le deuxième en partant de la droite, voilà, et donc, non, là, hop, donc c'est vraiment quelque chose d'assez paradoxal, c'est vraiment très peu par rapport à ce que la pollution peut engendrer comme décès. Et en fin de compte, la somme de tous les facteurs de risque égalerait à peine donc, les morts par pollution. Donc c'est vraiment un problème auquel il va falloir s'atteler. Alors, donc ces polluants qui embarrassent l'air que l'on respire, donc on va les distinguer par leur origine naturelle ou liée à l'activité humaine qu'on appelle anthropique. Leur caractère primaire, c'est-à-dire directement par les sources d'émissions, ou après transformation dans l'atmosphère avec d'autres polluants. Chimiques, donc biologiques, les pollens, les moisissures, selon la taille des particules, plus elles seront petites, plus elles vont pénétrer dans l'arbre respiratoire, jusqu'à un passage alvéolo-capillaire sanguin.
Et selon leur pertinence, heureusement, il y a une veille sanitaire sur une trentaine de polluants qui nous permet de voir un petit peu comment la pollution évolue en France, en Europe, dans le monde, et bien sûr donc des propositions à faire pour éviter donc ces répercussions sur la santé. Alors, en termes de sources naturelles, eh bien, on a les volcans. En fait, tout ce qui est lié à la combustion va engendrer un petit peu tout ce qui est particules fines, composés organiques volatiles et des gaz divers et variés. Donc la végétation, les océans, les dépôts d'algues, vous avez vu en Bretagne, ces algues dont on s'approchait et dont on faisait des malaises ou même on mourait. Donc c'est la décomposition qui va dégager des gaz toxiques, hein. L'érosion, les poussières de sable. Donc tout ça, c'est des choses que notre appareil respiratoire va filtrer. Et donc les polluants qui sont liés à l'activité de l'homme, eh bien il y en a 5 grandes sources. C'est le transport, le chauffage domestique, les industries, les centrales électriques, on ne parle pas des centrales nucléaires, et l'agriculture, qui est quand même souvent responsable également donc d'une pollution au nitrate, à l'ammoniac. Donc là, c'est une représentation à peu près des principaux polluants dont on va parler durant cet exposé. Donc grosso modo, on voit que c'est tout le temps le secteur de l'énergie qui va être responsable de l'émanation, ça je me trompe chaque fois, de l'émanation donc du dioxyde de soufre qui fait partie donc des énergies fossiles, donc le pétrole, le charbon. Et donc, à côté, nous avons le dioxyde, les oxydes d'azote qui sont liés également à l'industrie, mais surtout au transport routier. 60% de cette pollution, c'est lié au moteur diesel. Et voilà, donc les particules fines, on a vu, c'est un petit peu donc toutes les particules qui peuvent être soulevées par les phénomènes naturels ou les transports routiers. Voilà, ou donc la combustion de toutes les énergies fossiles. Donc les mauvaises combustions en fait vont libérer des microparticules dans l'air et qui seront toxiques en fonction de leur taille. Le monoxyde de carbone, c'est quelque chose qui est lié au chauffage domestique et puis avant, bien sûr, à l'essence. Mais depuis qu'il y a eu les pots catalytiques, c'est une pollution qui a été enrayée. C'est juste en fait un témoin d'exposition. Les composés organiques volatiles, donc vous voyez que de toute façon tous ces composés-là ont plusieurs sources diverses. Là, il y a pour les composés organiques volatiles qui sont des petites molécules de carbone et d'hydrogène auxquelles viennent se fixer d'autres radicaux qui peuvent être donc divers et variés. Eh bien il y a l'élevage avec le passage des engins sur les terres où il y a des végétaux en décomposition. Il y a donc les combustions de carburant. Et puis il y a aussi tout ce qui est lié à nos activités de chauffage. Alors, les populations à risque, François les a bien citées, c'est donc les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, les gens qui habitent près des réseaux routiers et proches des industries. Mais enfin, voilà, la pollution libre comme l'air, c'est-à-dire qu'il y a des polluants qui ont des demi-vies qui sont longues et qui donc vont être transportés de pays en pays. Hein. Donc Paris avait été à un moment donné bien pollué par une pollution à particules fines qui venait d'Allemagne, donc liée à leur épandage et leurs engins agricoles et puis à des phénomènes météorologiques qui avaient amené donc cette pollution sur notre territoire. Donc la pollution, ça passe aussi les frontières, c'est un problème interpays, c'est un problème planétaire, il faut le régler à l'échelle mondiale. Donc, on va passer. Donc, les particules fines, donc, c'est donc des particules, donc, on a vu qui ont plusieurs origines, avec la combustion des énergies fossiles principalement. On appelle ça le black carbone ou carbone suie. On a tous un petit peu l'image de ces voitures à fumée qui faisaient des fumées noires quand on était jeune. Et donc c'est ça qu'on appelle un petit peu black carbone. Donc c'est des noyaux de carbone sur lesquels viennent s'agglomérer des composés organiques ou minéraux
ou encore bactériennes. Et donc, en fait, c'est comme des polluants véhicules, c'est-à-dire que ces particules fines qui pénètrent dans nos voies respiratoires vont souvent être accompagnées de pollen, d'hydrocarbures et de polluants qui pourront être toxiques pour notre santé. Donc, ces particules fines, eh bien, plus elles sont fines, eh bien, plus elles pénètrent notre organisme. Vous avez des particules de 10 micromètres, des particules de 2,5 qu'on appelle particules fines, les particules très fines avec 1 micromètre et 100 nanomètres, c'est les particules ultra fines. Alors celle-ci, elle ne connaît pas encore trop, mais elle nous pose souci puisqu'elle passe directement la barrière alvéolo-capillaire. C'est-à-dire que si on voit la première photo, eh bien, on représente un petit peu la trachée et un peu les bronches. La deuxième, on voit que ça circule en intrabronchique. La troisième, dans les poumons. Et la quatrième, eh bien, il y a un échange entre l'air et le sang de la personne qui respire ces particules fines, et donc ça va générer des maladies générales. Donc, dans la pollution atmosphérique, bien sûr, on va parler de l'ozone. Alors là, contrairement aux autres, c'est pas un polluant primaire, c'est un polluant secondaire, c'est-à-dire qu'il est formé donc des oxydes d'azote, du dioxyde d'azote des moteurs diesel, il s'associe souvent à des composés organiques volatiles. Et cela va donner une molécule qu'on appelle O3, qui est un gaz et qui va pouvoir pénétrer très profondément dans l'organisme. Donc sa particularité, c'est qu'il est plus important de mai à octobre, parce que pour qu'il y ait une réaction chimique et pour qu'il y ait une formation d'ozone, il faut qu'il y ait donc des rayonnements ultraviolets. Donc c'est une réaction photochimique. Et voilà, c'est l'été pour nous, on voit beaucoup de patients qui reviennent de leur footing et en disant ben voilà, j'ai fait une crise d'asthme, et au final c'est juste une irritation bronchique avec une toux liée donc à l'irritation des voies respiratoires supérieures, parfois bronchique, et ils ont souvent des maux de tête, ça peut occasionner aussi des migraines. Voilà, c'est donc un polluant qui va venir, on verra, aussi aggraver toutes les maladies chroniques du coup, parce qu'il y a les expositions aiguës et les expositions chroniques. Alors c'est vrai qu'on essaie tout le temps de différer qui est le plus important entre l'exposition aiguë et l'exposition chronique, quel est le nombre de morts quand on est en aigu et en chronique. Ben nous, en pneumologie, en fait, toutes les pathologies chroniques sont des événements répétitifs aigus qui s'accumulent les uns après les autres, et notre organisme, eh bien, il a une mémoire, et donc petit à petit, il capitalise toute cette souffrance, il a du mal à se régénérer, et donc on arrive sur des pathologies chroniques. Donc cette pollution à l'ozone, donc on vient d'en parler, donc elle pénètre profondément dans les poumons, elle est responsable d'une toux, d'une hyperactivité, donc de migraines, d'irritation oculaire, comme François a dit. Voilà, puis elle aggrave les maladies préexistantes chroniques, toujours les patients les plus à risque, les personnes âgées et les patients atteints d'affections chroniques, les enfants de bas âge. Voilà. Fait particulier, c'est également un gaz qui va polluer la surface de l'eau et qui va diminuer également donc qui va être responsable de la mortalité de la faune sous-marine, et qui va également se répandre sur le sol et être responsable de maladies foliaires. Donc ça altère la photosynthèse des plantes, et donc on voit ces petites taches brunes qui peuvent apparaître des fois donc sur nos feuilles, ou c'est le dentelé des feuilles qui devient un petit peu brun, et bien c'est souvent des pollutions à l'ozone. Donc quand on dit qu'il va y avoir un impact de la chaleur sur nos forêts, sur notre flore, il suffit de se promener autour de chez nous, et puis on voit qu'il y a des arbres morts, qu'il y a des arbustes qui vont pas bien. Et c'est une réalité qu'on peut voir si on a cet angle de vue. Alors, on va passer donc à la partie un petit peu plus médicale, mais simple, hein, je vous rassure.
Voilà, donc les cancers bronchiques, ben voilà, en 2013, donc, le Centre international de recherche sur le cancer, qui est une instance donc, de l'Organisation mondiale de la santé, a classé les particules de l'air extérieur et les gaz de diesel comme cancérigènes certains pour l'homme. Donc ça ne me fait plus de doute. On sait qu'on a beaucoup de cancers. Nous, en pneumologie, on a quand même une émergence de cancer chez des gens qui ne fument pas. Et on peut se poser la question, bien sûr, de la pollution. Donc, on parle beaucoup de tabagisme passif. On parle de tabagisme in utero, quand la maman fume et que l'enfant est à naître, et que peut-être il y a déjà des cassures de gènes à ce moment-là. Eh bien, pourquoi pas la pollution quand on n'a pas de tabagisme passif ou autre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, est très pertinent. Quel est l'impact de la pollution sur la fonction pulmonaire? Eh bien, pareil, en 2013, on dit que les particules fines avaient donc un impact sur le déclin de la fonction respiratoire et sur la mortalité et la morbidité, l'apparition de maladies cardio-respiratoires. Et c'est largement documenté dans la littérature. Je vous passe les études. Grosso modo, dans la fonction pulmonaire, ça altère la croissance des poumons chez l'enfant. Si vous habitez à moins de 150 mètres d'un axe routier où passent plus de 10 000 voitures par jour, eh bien, vous avez beaucoup de chances de naître déjà avec un poumon plus petit, c'est le fœtus, et donc un développement donc, du souffle moins important. Et donc, on a une étude qui a été prospective sur 20 ans chez les enfants, qui a montré vraiment une relation entre l'exposition au fumet de diesel, le black carbon dont on a parlé, ce polluant vecteur de plein d'autres particules, avec la fonction pulmonaire. Il y a une diminution de la capacité vitale forcée par rapport aux autres enfants qui n'habitent pas à proximité. Donc la pollution, ça va toucher quand même des populations souvent qui n'ont pas les moyens de vivre autre part. Ça a un déclin, chez l'adulte, c'est très clair, il y a un déclin de la fonction respiratoire qui est plus important que chez quelqu'un qui n'est pas exposé à la pollution. Quels sont les effets sur les gens asthmatiques ou qui ont des bronchites chroniques obstructives? Alors, l'asthme, c'est un rétrécissement des bronches. Fallait vite, d'accord. Grosso modo, la pollution va aggraver l'asthme chez l'enfant, va aggraver l'asthme chez l'adulte, mais va aussi générer probablement une prévalence de l'asthme de pratiquement 15% chez les enfants qui habitent près des axes routiers. Les allergies, donc on en a parlé rapidement en introduction, il va y avoir une modification du système immunitaire vers une orientation TH2 qui est l'orientation donc des immunitaires des gens allergiques. C'est eux qui vont faire donc des rhinites allergiques, qui vont avoir des tests cutanés positifs, qui vont donc réagir à leur environnement de façon plus importante, voilà, que ce soit en termes cutanés également, avec des signes d'eczéma, voire de dermatite atopique. Et bien sûr l'aggravation de l'asthme. Donc la pyramide des effets respiratoires à long terme de la pollution, c'est une augmentation de la prise en charge et des recours aux soins avec donc un nombre de décès bien sûr plus important lié donc à cette maladie qui est une maladie à long terme parce que nous respirons toute notre vie cette pollution et donc c'est sûr qu'il faut parler en termes d'exposition chronique et pas d'exposition aiguë. Et donc, c'est pour cela qu'il faut repérer donc, les populations à risque et essayer de les aider en ce sens. La pollution extra-respiratoire rapidement. La pollution sur le plan respiratoire, ça touche à peu près 20 à 25% des patients. La pollution en extra-respiratoire, c'est 80% et c'est principalement cardiovasculaire. Il y a une grande étude européenne où il y avait donc 60 scientifiques, c'était une étude menée sur 3 ans dans 22 villes,
39 millions d'habitants sur toute l'Europe et donc on s'est aperçu qu'il y avait largement une augmentation de la mortalité cardiovasculaire qui était corrélée à l'augmentation des particules de 10 micromètres et de 2,5 micromètres. Donc, si on respectait les normes données par l'OMS, on pourrait éviter pratiquement 22 000 décès par an. C'est quand même pas rien. Donc la prématurité, le petit poids de naissance, on a vu, l'hypertension artérielle. Certains disent qu'avec le diabète, ça pourrait être aussi donc une source du diabète, à la pollution. Alors comme je vous dis, il faut toujours être prudent parce qu'on est exposé à la pollution. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une causalité entre la pollution et la maladie. Nous avons beaucoup de facteurs confondants avec le tabagisme, avec la sédentarité dont tu as parlé, avec le surpoids. Donc voilà, il faut bien sûr garder notre calme et dire, bon, essayer de voir vraiment ce qui est lié à quoi, à la pollution ou à d'autres comorbidités qu'on peut prendre en charge également. Donc, l'effet global de la pollution, donc ça augmente donc, vous voyez l'intensité des flèches, hein, c'est que ce soit l'exposition aiguë ou chronique, ça augmente la mortalité cardio-respiratoire et les morbidités. Alors que faire au niveau individuel et collectif? Ben, il faut s'informer, connaître la qualité de l'air avec les différents médias qu'on nous a donnés. Donc, François nous a parlé de Roco Santé, et c'est vrai que c'est très clair, hein. Je m'y suis mis dessus, je ne connaissais pas. Et je dis, ouais, maintenant tous mes patients partent avec Roco Santé. La fédération ATMO, qui est une association de surveillance de la pollution atmosphérique, et le site des allergiques, donc RNSA. Donc la pollution, donc l'indice ATMO, donc l'indice de qualité de l'air, donc voilà, c'est un indicateur journalier et scientifique de la qualité de l'air pour les agglomérations qui ont plus de 100 000 habitants, c'est obligatoire. Voilà, donc on verra, ça peut être symbolisé par une girafe et les résultats. Et donc les polluants qui sont étudiés ici, c'est plutôt les polluants dont on vient de parler, c'est-à-dire le dioxyde de soufre, SO2, le dioxyde d'azote, NO2 et les oxydes d'azote en général, l'ozone et, j'en oublie bien, les particules fines. Et donc, pour tous ces polluants, il y a un seuil d'information, c'est-à-dire qu'on informe les personnes qu'on a identifiées comme à risque. Donc c'est souvent donc, la concentration des polluants et le seuil d'alerte où là, toute la population en général peut être à risque et l'environnement lié au pic de pollution. Donc voilà comment représenter les résultats de ce site ATMO. Quand vous êtes en chiffre 8 et 9, eh bien vous êtes en seuil d'information. En chiffre 10, c'est l'alerte. Donc il y a les concentrations de chaque polluant à côté. Quand vous êtes à A1, ben, tout va bien. Donc quand vous êtes sur le site, vous avez une carte, il suffit de cliquer sur le département où vous êtes. Et pareil, donc là, il y a une petite vue globale un petit peu de tous les polluants dans la France. Et quand on fait Perpignan, ben ça c'était hier. Donc on s'aperçoit qu'il y avait juste que tout était bon, sauf l'ozone un petit peu, enfin tout était bon, grosso modo. Donc voilà, donc ça peut permettre à tous les patients qui ont des maladies chroniques, à tous les asthmatiques, à tous les parents qui ont des enfants de bas âge, de pouvoir savoir à quel moment il faut les balader, à quel moment ils peuvent aller courir avec leurs copains, etc. Donc voilà, Roco Santé, j'en parle pas, parce que François en a parlé longuement, mais c'était un petit peu la même chose. Voilà, donc ensuite, bien sûr, il y a une réglementation pour l'ensemble des polluants, que ce soit les particules fines. Bon là, on a estimé qu'il ne fallait pas dépasser une moyenne annuelle de 40 microgrammes par mètre cube. Mais c'est quand même assez intéressant parce que dans toutes les études que j'ai pu voir, quand on augmente par exemple de 10 microgrammes par mètre cube, eh bien par exemple vous allez augmenter de 1% la mortalité cardiovasculaire globale, de 1% le risque d'accident vasculaire cérébral. Donc c'est pas rien. Et quand on voit que le seuil d'information il est à 50 microgrammes, on se dit
35 jours donc, par an, et le seuil d'alerte à 80 microgrammes par mètre cube. Donc on peut imaginer que chaque fois qu'il y a des expositions aiguës comme ça, eh bien, il y a des symptomatologies cardiovasculaires avec de vraies angines de poitrine, parfois des arythmies cardiaques, parfois des accidents vasculaires cérébraux, et bien sûr toutes les exacerbations des pathologies respiratoires, asthme, bronches et allergies. Quelles actions mener? Eh bien, c'est agir sur les transports. Bon, bien sûr, alternative à la voiture. Les véhicules propres, je crois que certains en parleront tout à l'heure. Favoriser les transports de marchandises. Réguler notre chauffage, ça on a été bien briefé cette année. La réduction ou l'arrêt des émissions de certaines industries, c'est une volonté politique. Et les recommandations aux agriculteurs. C'est vrai que quand ils font leurs épandages, quand ils mettent leur lisier partout qui est responsable de la distribution d'ammoniac dans l'air et de nitrate, eh bien, ils pourraient peut-être mettre une couverture au-dessus simplement pour éviter que ce soit répandu, ou alors penser à la permaculture ou autre, ou ne pas faire passer leurs engins dessus. Voilà, mais bon, c'est compliqué. Donc, la réglementation NO2, donc le dioxyde d'azote, je vous rappelle, c'est les diesels. Donc là, c'est pareil. Donc, vous avez des seuils d'alerte et d'information. Eh bien, il faut continuer à réguler et à supprimer toutes ces voitures diesel. Je vous rappelle qu'elles avaient été développées à l'époque parce qu'on avait décidé d'arrêter donc le stockage de CO2 dans la planète, ce qu'on a vu dans cette magnifique sphère en début d'exposé. Et donc on avait mis des pots catalytiques donc aux voitures à essence. Mais avant, on va utiliser les diesels parce que eux ne font pas d'émissions de gaz carbonique. Mais ils faisaient quand même beaucoup d'émissions de dioxyde d'azote, voilà, qui étaient tout au moins aussi toxiques, voire plus. Donc on remplace toujours quelque chose de moins propre par quelque chose de plus propre. Moi, vous m'expliquerez les voitures électriques aussi. Et ce que ça fait, en tout cas, ce qui est certain, c'est que localement, une voiture électrique, ça ne pollue pas. Après, au niveau de la planète, c'est un autre débat. Quel est donc l'ozone? L'ozone, alors ça se calcule, bon là c'est microgrammes par mètre cube, des fois c'est ppb. Et donc, on en a parlé, c'est responsable d'une altération de la santé humaine, mais aussi de la santé végétale. Et donc, c'est une conjonction un petit peu de ces molécules diesel et de tous les composés organiques volatiles. Et donc, c'est un réarrangement dans l'atmosphère de toutes ces molécules. Donc, au niveau des pollens, eh bien, il y a un site RNSA qui est très bien fait, qui va aussi donner des indices de 0 à 5. Quand vous êtes entre 4 et 5, eh ben, c'est pas bon, il ne faut pas sortir, vous mettez des masques, voilà. Ou vous dites, super, je vais vivre avec mes pollens, mais les pollens vivront avec moi. Et ça se passe pas si mal que ça parfois. En conclusion, la pollution, elle est indiscutable. Elle est individuellement très faible. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, la culpa, je ne m'y suis pas trop intéressé parce qu'on voit nos patients et on les traite tous de la même façon. On a des bons médicaments et puis on ne distingue pas trop entre l'allergie, la pollution, le côté infectieux, le côté inflammatoire, le tabagisme passif. Bon, mais maintenant j'y penserai un petit peu plus. Merci François. Collectivement très important, oui, puisque nous respirons tous le même air, je le répète, et c'est vrai que les études deviennent de plus en plus énormes sur le plan statistique, et donc on découvre de plus en plus de pathologies grâce aux expositions reliées aux symptomatologies des patients étudiés. Très coûteux en vie et en euros. C'est 2 milliards d'euros, donc ça pourrait largement sponsoriser la transition énergétique. Variable dans le temps et l'espace en fonction bien sûr des sources d'émissions et de la météorologie, surtout liée à l'exposition chronique, vous l'avez compris, et surtout extra-respiratoire, puisque 80% des pathologies sont plutôt extra-respiratoires, c'est des maladies générales qui arrivent sans effet seuil, parce qu'effectivement on s'aperçoit que lorsqu'on est exposé de façon chronique aux polluants, c'est bien, on a fait des normes, donc on a fait des normes en aigu, mais on s'aperçoit que même quand on est en dessous des normes, eh bien il y a des pathologies chroniques qui continuent à augmenter avec une prévalence, et donc ça pose un réel problème. Ça veut dire que
Voilà, il faut vraiment essayer de s'attaquer aux sources d'émissions voilà. Et donc, que faire? Je ne sais pas. Ça, je vous laisse en discuter entre vous parce que c'est vous, les citoyens. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.